Là, on va passer un gros morceau. Il y a beaucoup de points de discussion importants sur le sujet du libre arbitre, mais probablement le point de discussion central dans les discussions sur le libre arbitre, c'est le déterminisme. Donc ça, c'est vraiment les discussions philosophiques sur le libre arbitre. Souvent, elles tournent autour du déterminisme. Elles ont quelque chose à dire sur le déterminisme. Elles fabriquent leur théorie en fonction du déterminisme. Qu'est-ce que c'est le déterminisme? Il y en a plusieurs formes. Il y a le déterminisme logique, le déterminisme téléologique, mais le déterminisme auquel on s'intéresse principalement dans les discussions sur le libre arbitre, c'est le déterminisme causal. Qu'est-ce que c'est le déterminisme causal? Il y a des dizaines de définitions du déterminisme causal, des dizaines de définitions qui se contredisent entre elles même, mais l'idée globale du déterminisme causal, c'est que le futur est entièrement nécessité par le passé, par l'état passé de l'univers et les lois de la nature. Donc, ce que ça veut dire, c'est si il y avait un Dieu en dehors de l'univers, en gros, que ce Dieu connaissait l'état actuel de l'univers, qui connaissait les lois de la nature, il pourrait prédire à la perfection le futur de l'univers. C'est à peu près l'idée du déterminisme causal, même si il y a beaucoup de nuances à apporter, il y a beaucoup de définitions différentes. Mais l'idée, c'est que, en connaissant l'état actuel de l'univers et les lois de la nature, il n'y a qu'un futur physiquement possible. Voilà, ça c'est le déterminisme causal. Et la raison pour laquelle c'est un point de discussion, je vais me mettre en ne pas déranger, la raison pour laquelle c'est un point de discussion important dans la littérature philosophique sur le libre arbitre, c'est que souvent c'est considéré qu'il y a une tension entre le déterminisme et l'existence du libre arbitre. Il y a une tension perçue entre le déterminisme causal et le libre arbitre. Et non seulement il y a une tension, mais beaucoup considèrent que le déterminisme causal est plausible. Donc la raison pour laquelle le déterminisme est si central dans les discussions sur le libre arbitre, c'est parce que beaucoup considèrent que le déterminisme est plausible, et beaucoup considèrent que le déterminisme est le libre arbitre. J'aimerais aussi rajouter que je dis que la raison pour laquelle le déterminisme est central, c'est en partie parce que c'est vu comme étant plausible. Et il y a quelque chose d'autre à rajouter, c'est que même les gens qui trouvent que le déterminisme n'est pas plausible, il y a une certaine partie de ces gens qui vont considérer que le nihil-déterminisme est plausible. Qu'est-ce que c'est le nihil-déterminisme? C'est l'idée que même s'il existerait un hasard fondamental dans les lois de la nature, par exemple à l'échelle microscopique avec certaines interprétations de la mécanique quantique, le nihil-déterminisme pourrait être vrai. Le nihil-déterminisme, c'est l'idée que voilà, même s'il existerait un hasard à l'échelle fondamentale, à l'échelle macroscopique, grossièrement, ce serait le déterminisme qui serait plutôt vrai. Donc même s'il existe un petit hasard, ce serait un bruit de fond à l'échelle microscopique, à l'échelle macroscopique, à notre échelle. Les objets, comme des animaux ou des rochers, seraient plutôt décrits par des lois déterministes. Donc pourquoi, pour récapituler, le déterminisme, un point de discussion du libre arbitre, c'est que soit le déterminisme, soit le nihil-déterminisme, donc l'idée selon laquelle le déterminisme est vrai au moins à l'échelle macroscopique, c'est des idées vues comme étant plausibles, et il y a une tension qui est perçue entre le déterminisme et le libre arbitre. C'est quoi cette tension? Tonton a dit que deux composantes qu'on associait souvent au libre arbitre, c'était la liberté de faire autrement, en anglais le freedom to do otherwise, et l'autodétermination, le sourcehood. Mais le déterminisme, il semble présenter une tension avec ces deux aspects-là du libre arbitre. Concernant la liberté de faire autrement, il semble que si le déterminisme est vrai, alors il n'y a pas réellement de choix qui s'ouvre à nous. Si le déterminisme est vrai, il y a un seul futur possible, sachant l'état passé, les lois de la nature. Donc il semble que s'il y a un seul futur possible, la liberté de faire autrement, il y a une forme de tension. Il n'y a pas vraiment de choix qui s'offre à nous, il y a un seul futur. Ça, c'est pour la tension entre le libre arbitre et la première. Ça, c'est pour la tension entre le déterminisme et la première composante du libre arbitre, la liberté de faire autrement. On a vu qu'il y avait aussi une autre composante souvent associée au libre arbitre, qui est l'autodétermination, le sourcehood.
en français la source de ces actions. La tension qui est vue entre le déterminisme et le sourcehood, c'est que si le futur était nécessité par l'état de l'univers il y a des millions d'années et des lois de la nature, il semble qu'on n'est pas vraiment la source de nos actions. Parce que la chaîne causale qui a mené à nos actions, elle existait déjà des millions d'années avant qu'on existe. Donc il semble y avoir ici une tension entre le déterminisme et l'aspect sourcehood du libre arbitre. Donc pour récapituler tout ce qu'on a dit, le libre arbitre, on ne peut pas trop le définir parce que c'est le rôle, c'est le job des théories sur le libre arbitre, mais on peut dire que c'est une capacité que sont censés avoir les humains adultes liés à la responsabilité morale, que le libre arbitre comporte 2 ou 3 aspects qu'on lui associe: la liberté de faire autrement, l'autodétermination, le sourcehood. Certaines théories du libre arbitre accordent plus d'importance à l'un ou l'autre de ces aspects. Le déterminisme causal est central aux discussions sur le libre arbitre parce que c'est vu comme étant plausible, ou le néo-déterminisme est vu comme étant plausible, et le déterminisme, il semble en tension avec les aspects, les composantes essentielles du libre arbitre, la liberté de faire autrement, parce que si le déterminisme est vrai, il y a aussi le futur, et le sourcehood, être la source de ses actions, parce que si le déterminisme est vrai, les chaînes causales qui ont engendré nos actions étaient déjà en place il y a des millions d'années. Et maintenant qu'on a parlé un peu du libre arbitre, du déterminisme, des tensions qui semblent exister entre le libre arbitre et le déterminisme, on peut parler des 2 grandes familles de positions philosophiques sur le libre arbitre. Et c'est vraiment les 2 familles les plus générales, les plus globales, dont il faut se rappeler, les plus importantes. On a la famille des théories compatibilistes et la famille des théories incompatibilistes. Ce que dit le compatibilisme, c'est que le déterminisme est compatible avec le libre arbitre. Donc les compatibilistes vont dire la tension qu'il y a entre le déterminisme et le libre arbitre, elle n'est qu'apparente. Ce n'est pas un vrai problème pour le libre arbitre que le déterminisme existe. Et les compatibilistes, il faut noter qu'ils ne disent pas que le libre arbitre existe. La plupart disent que le libre arbitre existe, mais vraiment, ce qui définit les positions compatibilistes, c'est leur affirmation que le libre arbitre est compatible avec le déterminisme. Ça, c'est les compatibilistes. Et de l'autre côté, on a les familles de positions incompatibilistes. Ce que disent les positions incompatibilistes, c'est que le déterminisme est incompatible avec le libre arbitre. Si notre monde est déterministe, si notre monde a des lois déterministes et le futur est déterminé, nécessité par le passé, alors le libre arbitre n'existe pas. Ça, c'est ce que disent les théories incompatibilistes. Il faut noter que, tout comme les compatibilistes ne disent pas forcément que le libre arbitre existe, les incompatibilistes ne disent pas forcément que le libre arbitre n'existe pas. Tantôt, j'ai dit que le déterminisme paraissait plausible pour beaucoup, ou que le nier-déterminisme paraissait plausible pour beaucoup, mais parmi les incompatibilistes, on peut avoir des gens qui soutiennent que le déterminisme est faux, que le nier-déterminisme, donc le presque déterminisme, est faux aussi, et que le libre arbitre peut exister. Donc ça, c'est les 2 familles de positions. Compatibiliste, le déterminisme est compatible avec le libre arbitre, et incompatibiliste, le déterminisme est incompatible avec le libre arbitre. Et donc, on peut voir déjà que souvent dans les discussions sur le libre arbitre, il va y avoir des titres sur YouTube ou sur Internet. Sommes-nous libres ou déterminés? Mais cette question-là, elle est mal posée parce qu'il y a toute une famille de philosophes qui considèrent que même si on est déterminé, même si le monde est déterministe, le libre arbitre existe. Donc la question, c'est pas sommes-nous libres ou déterminés, c'est une question qui présuppose l'incompatibilisme. Maintenant qu'on a vu un peu la distinction globale entre le compatibilisme et l'incompatibilisme, j'aimerais ajouter un peu plus de détails sur ces 2 positions, notamment le fait que ces deux familles de positions, le compatibilisme et l'incompatibilisme, elles se séparent elles-mêmes en sous-familles. Prenons le compatibilisme pour commencer. Tantôt, dans l'introduction, j'ai dit
On associe au libre arbitre 2 ou 3 composantes essentielles, la liberté de faire autrement, l'autodétermination, le source-code. Je dis 2 ou 3 parce qu'autodétermination et source-code, c'est souvent associé. Donc c'est les 2 ou 3 composantes, liberté de faire autrement, autodétermination, source-code. Ben, je disais, il y a 2 ou 3 composantes associées au libre arbitre et certaines théories mettent plus l'accent sur une composante au détriment des autres. Et bien, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les compatibilistes et qu'on retrouve moins chez les incompatibilistes. Chez les compatibilistes, on a vraiment 2 familles qu'on peut distinguer. On a les familles de théories compatibilistes qui accordent beaucoup d'importance à la liberté de faire autrement, et des théories compatibilistes qui accordent beaucoup d'importance au source-code, à l'autodétermination. Au point où certaines théories vont carrément dire que le libre arbitre est uniquement le source-code. Donc ça, c'est à peu près chez les compatibilistes. Les compatibilistes disent le déterminisme est compatible avec le libre arbitre. Ensuite, ça se sépare en 2 branches, ceux qui accordent plus d'importance à la liberté de faire autrement et ceux qui accordent plus d'importance aux sources-code. Mais il y a aussi des théories qui accordent de l'importance aux 2 chez les compatibilistes. C'est pas soit l'un soit l'autre. Tu as plusieurs théories qui essaient d'accommoder toutes les composantes associées au libre arbitre. La liberté de faire autrement, le source-code, l'autodétermination. Maintenant, les incompatibilistes aussi se séparent en différentes grandes familles. Elles portent plusieurs noms, ces familles, mais des noms répandus, c'est ceux que je vais utiliser. Déjà, on a la famille des incompatibilistes durs. Cette famille-là, ce qu'elle dit, c'est que d'une part, le libre arbitre est incompatible avec le déterminisme, mais elles en concluent que le libre arbitre n'existe pas. Donc ces gens-là, c'est des gens vraiment, ils considèrent que on ne peut pas être libre, on ne peut pas posséder le libre arbitre dans un monde déterminé, et donc le libre arbitre n'existe pas parce que ils considèrent que le déterminisme ou le nir-déterminisme est plausible. Ça, c'est les incompatibilistes durs. C'est des gens qu'on rencontre souvent. Sommes-nous libres ou déterminés? Nous sommes libres, nous sommes déterminés, donc nous ne sommes pas libres. Ensuite, il y a les libertariens, qui, d'ailleurs, je pense que leur nom peut se dire de plusieurs façons en français. Les libertariens, eux, c'est plutôt des gens qui vont plutôt soutenir l'existence du libre arbitre. Généralement, les libertariens, voilà, ils disent que le déterminisme est compatible avec le libre arbitre, mais souvent ils vont dire que le libre arbitre existe, que le monde il n'est pas déterministe, que nos actions futures, il y a des possibilités réelles ouvertes, il n'y a pas un futur, il y a plusieurs futurs possibles. Ça peut être pour plusieurs raisons. Hein. Les libertariens ils peuvent considérer que la mécanique quantique fournit de bonnes raisons de penser qu'un hasard fondamental existe et que ce hasard fondamental-là, il ne se réduit pas au niveau microscopique, mais il monte un peu jusqu'au niveau macroscopique. Mais bon, l'idée, c'est que les incompatibilistes durs qui disent le déterminisme est incompatible avec le libre arbitre et le libre arbitre n'existe pas. Il y a les libertariens qui, eux, plutôt disent le libre arbitre existe, probablement. La plupart disent le libre arbitre existe, même s'il est incompatible avec le déterminisme, parce que peut-être qu'il y a de la physique quantique qui fait de l'indéterminisme dans nos choix. Et la troisième branche des incompatibilistes, c'est les pessimistes. Les pessimistes, c'est des gens qui disent que le libre arbitre est incompatible avec le déterminisme, mais qui est aussi incompatible avec l'indéterminisme. Les pessimistes, ils vont dire les compatibilistes ont un peu raison. Voilà. Les pessimistes vont dire les incompatibilistes ont un peu raison, on ne peut pas être libre dans un monde déterminé, mais on ne peut pas non plus être libre dans un monde indéterminé. Parce que si on est dans un monde indéterminé, nos choix, par exemple, ça pourrait être un argument avancé par les pessimistes, si on est dans un monde indéterminé, nos choix, d'accord, ils ne sont pas fixés par le passé,
mais nos choix sont le fruit du hasard fondamental et on n'a pas de pouvoir sur le hasard. Donc les pessimistes ils vont dire le libre arbitre est incompatible avec le déterminisme et avec l'indéterminisme, parce que ajouter l'indéterminisme, ça résout rien. Ça ajoute du hasard dans nos actions, du hasard qui n'aide pas le libre arbitre, parce que nos actions ne devraient pas être dues à des lancers de dés quantiques. Donc pour résumer, les compatibilistes, le libre arbitre est compatible avec le déterminisme. Les incompatibilistes, le libre arbitre est incompatible avec le déterminisme. Parmi les incompatibilistes, il y a généralement ceux qui accordent plus d'importance à la liberté de faire autrement et ceux qui accordent plus d'importance aux sources Eudes. Parmi les incompatibilistes, il y a les incompatibilistes durs, ceux qui sont incompatibilistes et qui ont conclu que le libre arbitre n'existe pas. Il y a les libertariens qui, eux, plutôt sont de l'idée que le libre arbitre existe, même s'il est incompatible avec le déterminisme, parce que peut-être qu'ils croient à l'indéterminisme quantique. Et ensuite, il y a les pessimistes qui disent le libre arbitre non seulement n'existe pas, mais il est impossible parce qu'il est incompatible à la fois avec le déterminisme et avec l'indéterminisme. Et ça, c'était un peu une exposition des grandes familles, mais tout ça, c'est un peu abstrait. On va entrer maintenant dans des théories spécifiques compatibilistes et des théories spécifiques incompatibilistes pour donner un peu plus de substance à ce qui vient d'être dit. On va commencer par les théories compatibilistes, celles qui disent que le déterminisme est compatible avec le libre arbitre. Alors, la première théorie compatibiliste qu'on va voir, c'est la théorie, pardon, j'ai appuyé sur un mauvais bouton, c'est la théorie la plus simple compatibiliste, ou une des plus simples. C'est la théorie la plus primitive, la plus naïve. Naïve, c'est peut-être un mot méchant, mais c'est la théorie la plus simple. Ce qu'elle nous dit, cette théorie qu'on peut appeler la théorie compatibiliste conditionnelle classique. Cette théorie, son nom, c'est le compatibilisme conditionnel classique. Elle nous dit que quand une personne fait un choix, elle est libre, elle a le libre arbitre, dans le cas où, si elle avait préféré faire un autre choix, elle aurait fait un autre choix. Donc cette théorie, elle nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit cette théorie? Elle nous dit, d'accord, quand une personne fait un choix, son choix, voilà, il était nécessité par le passé, par les lois de la nature, c'était certain qu'elle allait faire ce choix. Ce choix, il était nécessité par ses désirs, qui étaient eux-mêmes nécessités par l'état passé de l'univers, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'elle n'était pas libre, parce que ce qui est important, c'est pas la réelle possibilité physique de faire des choix différents. Ce qui importe, c'est que si on avait voulu faire autre chose, on aurait fait autre chose. Donc même si, par exemple, on me demande de choisir entre une pomme et une orange et je choisis une pomme, même si voilà, mon choix de la pomme était nécessité par mes désirs, qui était nécessité par l'état passé de l'univers, les lois de la nature, si j'avais préféré prendre une orange, j'aurais pris l'orange. Et ici, du coup, il y a une certaine forme d'accommodation de l'aspect du libre arbitre qui est la liberté de faire autrement. Parce que cette définition-là, elle marque une séparation entre les actions qui sont possibles et les actions qui sont impossibles d'une autre façon que la réelle possibilité physique. C'était possible pour moi de choisir l'orange dans le sens, pas dans le sens physique réel, dans le sens où si j'avais préféré choisir l'orange, j'aurais pris l'orange. Mais c'était impossible pour moi d'aller sur Mars, parce que si je préférais aller sur Mars, je ne pourrais pas aller sur Mars. Donc cette théorie, même si elle rejette les possibilités physiques réelles, elle donne un autre sens à possibilité. Ce sens, c'était possible pour moi de faire autrement, parce que si j'avais voulu faire autrement, j'aurais fait autrement. Cette théorie-là, elle accommode aussi un peu le critère source Eudes, parce que elle dit que même si la chaîne causale qui a mené à mon action remontait à des millions d'années, cette chaîne causale, elle passe à travers moi. Mais mon choix de la pomme, il a été
déterminé par mes désirs qui ont été déterminés par l'état antérieur de l'univers et les lois de la nature, mais quand même, la chaîne causale, elle passe à travers moi. Et donc, cette théorie, elle essaie d'accommoder le critère de liberté de faire autrement et le critère de source code. Elle accommode le critère de source code en disant la chaîne causale passe à travers moi, et elle accommode la possibilité de faire autrement en disant c'était possible pour moi dans le sens où si j'avais voulu autre chose, j'aurais fait autre chose. Ce qui n'est pas une possibilité physique réelle, mais ce qui est une forme de possibilité. Est-ce que les objections à cette théorie? Déjà, au début, dans l'introduction, on nous dit que le libre arbitre, c'est censé être une faculté qu'ont les humains adultes, la plupart des humains adultes, qui est liée à la responsabilité morale. Mais cette théorie, elle ne semble pas faire la distinction entre les animaux et les enfants d'un côté et les humains adultes de l'autre. La théorie, elle dit on est libre de faire quelque chose dans le cas où, si on avait préféré autre chose, on aurait fait autre chose. Mais on peut aussi dire ça des enfants, on peut aussi dire ça des animaux. Un chien devant lequel on met deux gamelles, et il prend la gamelle où il y a la pomme, plutôt que la gamelle où il y a l'orange, on peut dire, le chien, s'il avait préféré l'orange, il aurait pris l'orange. Et donc la théorie, elle semble dire que les animaux, les enfants ont le libre arbitre. Et ça, c'est un problème, parce que généralement, comme je l'ai dit au début, on essaie de faire un lien entre le libre arbitre et la responsabilité morale. Or, si on donne le libre arbitre aux animaux et aux enfants, il faudrait leur donner la responsabilité morale. Enfin, les philosophes n'aiment pas trop cette position-là qui ne fait pas la distinction entre les enfants, les animaux et les humains. Une autre objection, c'est celle des personnes qui ont des phobies, des maladies mentales. Imaginons quelqu'un qui est psychologiquement incapable de vouloir sortir dehors, parce qu'il est, par exemple, agoraphobe. Est-ce qu'on dirait qu'il a la liberté de sortir dehors, quand il fait le choix entre rester à l'intérieur ou sortir dehors, il applique son libre arbitre? Beaucoup de gens voudraient dire que non, parce que il a une maladie mentale qui le rend psychologiquement incapable de vouloir sortir dehors. Mais cette théorie, elle dit que l'agoraphobe, la personne qui a peur des foules, qui a peur de sortir dehors, qui est psychologiquement incapable de vouloir sortir dehors, elle a quand même le libre arbitre, elle est quand même libre de sortir dehors. Pourquoi? Parce que même si elle est psychologiquement incapable de vouloir sortir dehors, si elle voulait sortir dehors, elle sortirait dehors. Pourquoi? Parce que si elle voulait sortir dehors, elle ne serait plus agoraphobe et donc elle sortirait dehors. Donc le problème de cette théorie, notamment ce qui fait pas la distinction entre les animaux et les enfants d'un côté et les humains adultes de l'autre, et elle accorde le libre arbitre aux gens qui ont des grosses phobies, qui ont des maladies mentales, et intuitivement, beaucoup de personnes voudraient dire qu'une personne qui est agoraphobe n'a pas la liberté de sortir dehors. Ça, c'est un problème pour cette théorie. Donc c'était la première théorie compatibiliste que je voulais vous présenter, le compatibilisme conditionnel classique. Cette théorie-là, tantôt on a dit que les compatibilistes, ils se séparent en deux branches, celle qui accorde plus d'importance à la liberté de faire autrement et celle qui accorde plus d'importance au source code. Cette théorie-là, elle peut être classée parmi les théories qui accordent plus d'importance à la liberté de faire autrement. J'ai dit qu'elle essaye quand même d'accommoder le source code en disant que la chaîne causale passe à travers nous, mais quand même, elle met beaucoup plus l'accent sur la liberté de faire autrement. Elle essaie de présenter une définition qui permet de dire qu'on a des possibilités, même si ce n'est pas des vraies possibilités physiques. Mais du coup, elle peut être classée parmi les théories qui accordent de l'importance à la liberté de faire autrement. La deuxième théorie compatibiliste que je vais vous présenter, c'est une théorie qui, elle essaye un peu de résoudre le problème des gens qui ont des phobies, des gens qui ont des maladies mentales. Cette théorie-là, elle va essayer de donner une définition compatibiliste du libre arbitre qui n'aboutit pas à la conclusion que les agoraphobes sont libres de sortir dehors. Cette théorie-là, qu'est-ce que c'est? Elle porte plusieurs noms, mais on peut dire que c'est un compatibilisme classique des capacités, des habiletés, ouais, voilà. En anglais, je pense que c'est faculties ou abilities. Cette théorie, elle nous dit, quand une personne fait un choix, elle a le libre arbitre dans le cas où elle avait l'habileté, la capacité de faire un autre choix. Qu'est-ce que c'est une capacité ou une habileté?
il y a plusieurs façons de le définir, mais la théorie, elle dit on peut avoir l'habileté de faire quelque chose, même si ce choix il est physiquement impossible. Peut-être que le déterminisme est vrai, qu'il n'y a aucun futur possible, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas l'habileté de faire des choix différents de ceux qu'on fait. Et ben, comment ils définissent l'habileté? En gros, il faut garder en tête que la théorie, elle essaie de régler le problème des agoraphobes. En gros, la théorie, elle dit est-ce qu'une personne est libre quand elle fait un choix? Pour répondre à la question, prenez la structure psychologique intrinsèque de la personne. C'est un peu flou ce que c'est, mais ça inclut les phobies, la personnalité. Voilà, prenez la structure psychologique intrinsèque de la personne et regardez dans différentes situations contrefactuelles. S'il y a une situation contrefactuelle, c'est une situation qui est comme la nôtre, mais qui est différente sur certains aspects. Donc prenez la structure psychologique intrinsèque de la personne, regardez dans différentes situations contrefactuelles si différentes situations contrefactuelles où la personne a cette structure psychologique intrinsèque qui est restée fixe, est-ce qu'elle fait d'autres choix? Par exemple, est-ce qu'il y a une situation contrefactuelle où elle a sa structure psychologique intrinsèque, où elle a la préférence de faire autrement et où elle fait autrement? Mais cette théorie, elle va dire que si, si oui, il y a des situations contrefactuelles où on a gardé la même structure psychologique intrinsèque et où il y a quand même des choix différents, et ben, elle est libre quand elle fait son choix. La théorie, elle essaye de résoudre le problème des agoraphobes en disant les phobies, ça fait partie de notre structure psychologique intrinsèque, et donc on doit garder ce fixe dans les situations contrefactuelles, et donc il n'y a aucune situation contrefactuelle où on a où l'agoraphobe a sa structure psychologique intrinsèque et où il fait autre chose. Parce qu'il n'y a pas de situation contrefactuelle où il a sa structure psychologique intrinsèque et où il préfère faire autre chose. Parce que s'il préfère faire autre chose que de rester à l'intérieur, c'est qu'il n'est pas agoraphobe. Je ne sais pas si vous comprenez un peu comment ça tente de résoudre le problème. En gros, ça dit juste garder fixer les phobies, voilà, tout ce qui est intrinsèque à la psychologie d'une personne. Regardez si dans des situations un petit peu légèrement différentes, par exemple la personne a d'autres préférences, voilà, est-ce qu'elle fait des choix différents? Si elle fait des choix différents, elle est libre quand elle fait une action dans le monde réel. Si elle ne fait pas de choix différents, elle n'est pas libre parce que c'est dû à une phobie, c'est dû à ce genre de choses. Donc, il n'y a pas de situation contrefactuelle où la personne a sa phobie et où elle préfère aller dehors, où elle a son agoraphobie et où elle préfère aller dehors. Parce que préférer aller dehors et avoir l'agoraphobie, c'est incompatible. Bon, c'est quoi les objections à cette théorie? Qui, quand même, selon beaucoup, règle un peu le problème des agoraphobes, des problèmes mentaux. Eh ben, le problème, c'est qu'elle résout toujours pas le problème de la distinction entre les enfants animaux d'un côté et les humains adultes d'un côté. Elle résout d'une certaine façon le problème des agoraphobes en disant oui, il faut s'intéresser aux situations contrefactuelles, aux situations conditionnelles, mais il faut garder fixe la structure psychologique intrinsèque, donc les phobies. Et donc, il n'y a pas de situation contrefactuelle où un agoraphobe sort dehors. Et elle ne résout pas le problème des enfants et des animaux. On peut dire d'un animal que il est libre, il a le libre arbitre, d'un enfant qu'il a le libre arbitre. La théorie, elle résout un problème, mais elle ne résout pas quand même le problème important de la distinction entre les animaux humains, les animaux enfants et les humains d'un côté, les humains adultes d'un côté. Il y a d'autres objections à cette théorie, mais je préfère les garder pour plus tard parce que c'est des problèmes plus généraux qui vont toucher beaucoup de théories compatibilistes. Une autre théorie importante compatibiliste que j'aimerais vous présenter. Donc ça, c'était cette théorie-là, c'était le compatibilisme des habiletés ou des capacités. C'est une théorie qui accorde beaucoup d'importance à la liberté de faire autrement, tout comme la théorie précédente. C'est pas une théorie qui accorde énormément d'importance aux source code. Il y a une autre théorie que j'aimerais vous présenter, elle s'appelle la Reasons Responsiveness Theory, ou en français la théorie de la réactivité aux raisons. Ça aussi, c'est une théorie qui accorde beaucoup d'importance à la liberté de faire autrement, mais elle accorde aussi beaucoup d'importance aux source code. C'est une théorie qui accorde beaucoup d'importance à toutes les composantes associées au libre arbitre. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette théorie? Elle nous dit quand une personne fait un choix, elle a le libre arbitre si elle est réactive aux raisons rationnelles.
Qu'est-ce que ça veut dire être réactif aux raisons rationnelles? Ça veut dire 2 choses. Déjà, ça veut dire qu'on est capable de saisir, de comprendre, de détecter les raisons rationnelles qui favorisent ou défavorisent une action. On est capable de comprendre les conséquences de nos actions, ce genre de choses. On est capable de saisir quand il y a des raisons rationnelles de faire ou de ne pas faire une action. Mais c'est pas tout pour être réactif aux raisons rationnelles. Il faut aussi réagir de façon appropriée en conséquence aux raisons rationnelles qu'on identifie. Donc, je répète, la théorie elle dit quand une personne fait un choix, elle est libre de faire ce choix si elle est réactive aux raisons rationnelles. Et être réactif aux raisons rationnelles, ça veut dire d'une part être capable de détecter les raisons rationnelles, de les comprendre, et d'une autre part, de réagir en conséquence, de réagir de façon appropriée aux raisons rationnelles. On n'est pas inerte face aux raisons rationnelles. Quand on détecte une raison qui favorise une action, on a plus tendance à la faire. Quand on détecte une raison rationnelle de ne pas faire une action, on a plus tendance à ne pas la faire, mais on est réactif aux raisons rationnelles. Et cette théorie-là, elle est compatibiliste. Voilà, c'est une théorie qui dit que le déterminisme est compatible avec le libre arbitre, parce que le fait qu'on soit réactif aux raisons rationnelles, ça ne dépend pas de si l'univers est déterminé ou non. Qu'une personne, même si les choix d'une personne étaient nécessités par le passé, même si les raisons rationnelles que la personne allait capter ou percevoir étaient déterminées par le passé, elle est quand même réactive aux raisons rationnelles. Donc c'est une théorie compatibiliste. Et cette théorie-là, elle essaie à la fois d'accommoder les phobiques, les agoraphobes, et aussi d'accommoder le problème des enfants et des animaux. Dans quel sens? Mais déjà, elle va dire que l'agoraphobe, il n'est pas libre parce qu'il n'est pas réactif aux raisons rationnelles. Un agoraphobe, même s'il remarque plusieurs raisons rationnelles de sortir dehors, il ne va pas sortir dehors. Il n'est pas réactif aux raisons rationnelles parce que sa phobie en un sens, inhibe sa réactivité aux raisons rationnelles. Donc cette théorie, elle dit les phobiques, les agoraphobes, ceux qui ont des maladies mentales, ils ne sont pas réactifs aux raisons rationnelles. Cette théorie, elle dit aussi que les enfants et les animaux ne sont pas libres, ils n'ont pas de libre arbitre, parce que eux, ils ne sont pas capables de capturer, de détecter les raisons rationnelles. Les enfants et les animaux, ils vont pas faire évaluer en profondeur les conséquences de leurs actions. Ils vont pas être capables, voilà, de vraiment en profondeur comprendre quand il y a des raisons rationnelles qui favorisent ou défavorisent leurs actions. Il peut y avoir des degrés, évidemment, de réactivité aux raisons rationnelles, mais cette théorie, elle dit, voilà, le libre arbitre, c'est surtout la réactivité aux raisons rationnelles, les phobies qui ne sont pas réactifs aux raisons rationnelles, donc ils ne sont pas libres. Les enfants et les animaux, ils ne perçoivent pas les raisons rationnelles, donc ils ne sont pas libres. Les objections à cette théorie-là, je ne vais pas en parler tout de suite, mais je vais y revenir après, parce qu'avant d'en parler, il va falloir parler de Frankfurt, ou le grand philosophe Frankfurt. Si vous voulez, je bois un peu d'eau, de sirop. Bon, on doit parler de 3 théories compatibilistes. Le compatibilisme conditionnel classique, le compatibilisme des habiletés, des capacités, et le Reasons Responsiveness Theory. La théorie, pardon, ça toque à ma porte. Tu peux y aller, Kevin ? Et on va parler du Reasons Responsiveness Theory. Ces 3 théories-là, c'est des théories qui accordent beaucoup d'importance à la liberté de faire autrement. On avait identifié 2 ou 3 aspects importants du libre arbitre, et eux, ils en accordent beaucoup à la liberté de faire autrement. Maintenant, on va parler d'une théorie qui accorde beaucoup d'importance aux sources fausses. Mais juste avant d'en parler, je vais me muter parce qu'il y a quelqu'un à la porte.
Donc, je suis de retour, tout le monde. Et je disais, voilà, on a parlé de 3 théories compatibilistes qui accordent beaucoup d'importance à la liberté de faire autrement. Le compatibilisme conditionnel, le compatibilisme des habiletés ou des capacités et le compatibilisme de la réactivité aux raisons. Maintenant, on va parler plutôt de la famille compatibiliste qui accorde plus d'importance à le source food, l'aspect source food, autodétermination du libre arbitre. Pour parler de ça, avant d'entrer dans les théories, il faut parler de Frankfurt. Frankfurt, un philosophe qui a apporté des arguments sous la forme d'expériences de pensée, qui cherchait à montrer que la liberté de faire autrement n'est pas du tout essentielle au libre arbitre ou à la responsabilité morale. Donc en gros, il y a un principe un peu dans la philosophie du libre arbitre qui s'appelle le Principle of Alternative Possibilities, le principe des possibilités alternatives, qui rejoint un peu la liberté de faire autrement. Ce principe-là, il dit pour être libre, il faut des libertés alternatives. Et Frankfurt, il vient vraiment attaquer ce principe-là par ses arguments et ses expériences de pensée. Et par la suite, il va développer une théorie compatibiliste qui met vraiment l'accent sur le source food ou l'autodétermination. Quand on parlait de cette théorie, c'est quoi son argument? Il y en a plusieurs, c'est plusieurs expériences de pensée. Je vais en donner une formulation parmi voilà, c'est une formulation d'une expérience de pensée. Ces expériences-là, on les appelle les cas de Frankfurt. Les cas de Frankfurt. Imaginez Bob qui veut tuer sa femme. Voilà, il est déterminé à tuer sa femme, il y a un plan, voilà, il a l'intention de tuer sa femme. Il veut la tuer, il a l'intention. Imaginez maintenant Jack. Jack aussi, il veut que la femme de Bob meure. Et Jack, il est au courant que Bob veut tuer sa femme. Mais Jack, même s'il est au courant que Bob veut tuer sa femme, et même s'il est au courant que Bob a l'intention de tuer sa femme, il a quand même peur que Bob, il tue pas sa femme. Il a peur, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit, il a quand même peur que Bob, au dernier moment, il change d'avis, juste avant de tuer sa femme. Donc Jack, il veut que la femme de Bob meure, il sait que Bob veut la tuer, mais il a peur que Bob change d'avis. Et donc, ce que Jack va faire, Jack, c'est voilà, un grand neurochirurgien scientifique, à l'insu de Bob, ils vont implanter une puce électronique dans le cerveau de Bob, et Bob n'est pas au courant de ça. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette puce? La puce, elle est désactivée, mais elle peut s'activer. Et dans quel cas elle s'active? La puce s'active seulement si elle détecte que Bob ne va pas tuer sa femme. Donc imaginez Bob, il est sur le point de tuer sa femme, et il change d'avis. Et bien, la puce dans son cerveau va détecter qu'il a changé d'avis et va s'activer. Et quand elle s'active, qu'est-ce qu'elle fait la puce dans son cerveau? Elle va contrôler Bob, elle va le manipuler pour qu'il tue quand même sa femme. Donc je récapitule, on a Bob qui veut tuer sa femme, on a Jack qui veut que la femme de Bob meure. Jack est au courant que Bob a l'intention de tuer sa femme, mais Jack a peur que Bob ne tue pas sa femme. Donc Jack implante une puce dans le cerveau de Bob qui ne s'active que si elle détecte que Bob ne va pas tuer sa femme. Et quand elle s'active, elle manipule Bob pour tuer sa femme quand même. Donc Frankfurt, il nous dit, imaginez que Bob il tue sa femme et que la puce ne s'active pas. Voilà. Bob il allait tuer sa femme, finalement il n'a pas changé d'avis. Il n'y a pas eu besoin que la puce s'active pour que Bob tue sa femme. Vraiment, Bob, il le fait de lui-même. Ce que Frankfurt nous dit, c'est qu'on a l'intuition que voilà, Bob, il a fait cette action librement, que Bob, il a une responsabilité morale quant au meurtre de sa femme. Voilà, c'est pas la puce qui le manipule ou contrôle. Pourtant, ce que Frankfurt nous dit, dans cette situation-là, il n'y a pas de possibilité alternative pour Bob. Dans tous les cas, Bob tue sa femme parce que s'il ne veut plus la tuer, il se fait manipuler pour la tuer. Et donc, tantôt je parlais du principe des possibilités alternatives, qui dit que pour qu'une action soit libre, il faut qu'il y ait des possibilités alternatives. Mais Frankfurt, il nous dit, dans le cas de Bob, il semble qu'il n'y a pas de possibilité alternative, mais que Bob est quand même libre quand il a tué sa femme. Ou en tout cas, peut-être qu'il n'est pas libre, mais que son action, en tout cas, on peut lui attribuer moralement et dire c'est une action libre de toi, la puce ne s'est pas activée, c'est toi qui l'as fait.
Et donc Frankfurt, il remet vraiment en question le principe des possibilités alternatives, et il dit, ce qui importe dans le libre arbitre, c'est pas qu'il existe des possibilités alternatives, c'est pas que on ait la liberté de faire autrement. Bob, il n'y a pas la liberté de faire autrement, pourtant, qui semblait libre en un sens, il semblait responsable en un sens moralement. Ce qui importe, Frankfurt, il dit, c'est comment l'action a effectivement été amenée. C'est pas les conditionnels, les contrefactuels, qu'est-ce que tu aurais fait si tu aurais préféré quelque chose d'autre, qu'est-ce que tu aurais fait si tu avais préféré quelque chose d'autre et que ta psychologie avait été restée fixe, est-ce que tu avais la possibilité de faire... Frankfurt, c'est pas ça qui importe, c'est comment l'action a été amenée. Effectivement, c'est quoi la source de l'action. Il dit dans le cas de Bob, Bob est la source, en un certain sens, de son action. C'est pas la puce qui s'est enclenchée. Bob n'avait pas des possibilités alternatives, mais était la source. Frankfurt, il dit c'est ça qui est important pour le libre arbitre. Donc Frankfurt, vraiment, il rejette, quand on a qu'il y avait 2 ou 3 composantes essentielles au libre arbitre, la liberté de faire autrement, l'autodétermination et le source code, Frankfurt, vraiment, il rejette la liberté de faire autrement comme composante essentielle du libre arbitre. Il dit c'est seulement le source code qui compte. Qu'est-ce qui est la source de l'action? Et à partir de cet argument-là, il va construire sa théorie. Mais avant de parler de sa théorie, j'aimerais mentionner que l'argument de Frankfurt, il y a quand même des répercussions importantes sur les positions dont on a discuté précédemment. Par exemple, pour la théorie Reason's Reactiveness du libre arbitre, la théorie qui disait quand on fait une action, on est libre si on est une personne qui a un cerveau qui est réactif aux raisons rationnelles, si on peut les percevoir et réagir de façon appropriée en conséquence. Mais prenez l'exemple de Bob de Frankfurt. Est-ce qu'il est réactif aux raisons rationnelles? Il semble pas réactif parce que si Bob, juste avant de tuer sa femme, il avait découvert des raisons rationnelles de ne pas la tuer, des bonnes raisons, si tu tues ta femme, tu vas aller en prison, si tu tues ta femme, blablabla, il n'aurait pas réagi de façon appropriée aux raisons rationnelles à cause de la puce dans sa tête. Et donc, les cas de Frankfurt, non seulement ils sont intéressants parce qu'ils vont ensuite fonder tout un tas de théories compatibilistes qui abandonnent la liberté de faire autrement et qui se concentrent sur le source code, mais elles peuvent aussi servir de contre-argument aux théories compatibilistes qui accordent de l'importance à la liberté de faire autrement. Ça semble être un contre-exemple à la théorie du Reason's Responsiveness ou Reactiveness. Parce que Bob, dans la situation, dans l'expérience de pensée, il n'est pas réactif aux raisons à cause de la puce, mais quand même, son action, il y a une forme de responsabilité libre si Bob commet le meurtre sans que la puce s'active. Bon, les gens qui défendent la théorie Reason's Responsiveness ont essayé de répondre à cette objection en disant il faut pas prendre en compte la puce, il faut s'intéresser vraiment au mécanisme intrinsèque de décision de Bob, et la puce ne fait pas partie du mécanisme de décision intrinsèque, où ils ont essayé de répondre en disant une personne, elle doit... C'est quoi le mot, je pense que j'avais écrit, elle doit prendre responsabilité des actions. Bon, voilà, les gens qui défendent le Reasoned Responsiveness, ils ont essayé d'apporter des réponses à ce contre-argument qui est issu des cas de Frankfurt. On ne va pas en discuter en détail parce que cette conférence se veut être une introduction, mais il y a quand même des réponses qui ont essayé d'être apportées. On a parlé maintenant de l'argument de Frankfurt qui contredit le principe des possibilités alternatives, qui contredit l'idée selon laquelle la possibilité de faire autrement elle est essentielle au libre arbitre. Frankfurt a construit une théorie à partir de ça, et c'est la théorie qu'on va voir maintenant. C'est quoi la théorie compatibiliste de Frankfurt? Parce que c'est un compatibiliste. Donc la théorie de Frankfurt, c'est une théorie compatibiliste, une théorie qui accorde de l'importance aux sources code. Donc on a vu parmi les compatibilistes, il y a 2 familles. Ça, c'est la famille qui accorde de l'importance aux sources code. C'est quoi sa théorie? Elle s'appelle la théorie compatibiliste hiérarchique. Enfin, c'est un des noms.
Je pense que ça peut s'appeler aussi Mesh Theory. La théorie hiérarchique compatibiliste de Frankfurt. Et il faut suivre, parce que c'est un peu abstrait, la théorie de Frankfurt. Donc suivez. Frankfurt, déjà, il fait une distinction entre deux types de désirs. Les désirs de premier ordre et les désirs de deuxième ordre. C'est quoi la différence? Un désir de premier ordre, c'est un désir qu'on a envers une action, envers un objet. Par exemple, si je désire manger une pomme, c'est un désir de premier ordre. Mais il y a d'autres types de désirs, les désirs de second ordre, qui concernent des désirs. Par exemple, imaginez que je sois un fumeur et que je désire perdre mon désir de fumer. Je désire que mon désir de fumer disparaisse. Et bien, mon désir de perdre mon désir de fumer, c'est un désir de second ordre, parce que c'est un désir envers nos propres désirs. Donc les désirs de premier ordre, le désir de manger une pomme, le désir de fumer, le désir, voilà. Et ensuite, il y a les désirs sur nos désirs. Je désire ne plus avoir le désir de fumer. Je désire avoir le désir de faire du sport. Ça, c'est des désirs de second ordre. Ça, c'est la première distinction que fait Frankfurt. Désir de premier ordre, désir de second ordre. Il fait une autre distinction. Les désirs, comment on dit en français, effectifs. Ouais, effectifs, je pense qu'on peut le traduire comme ça. Donc il fait une distinction entre les désirs effectifs et les désirs non effectifs. C'est quoi un désir effectif? Imaginez qu'on me présente une pomme et une orange, et que j'ai à la fois le désir de manger une pomme et le désir de manger une orange, mais que mon désir de manger la pomme est plus fort que mon désir de manger une orange, alors je mange une pomme. Mais là, Frankfurt, il dirait, mon désir de manger une pomme était le désir effectif. C'est le désir qui a effectivement mené à l'action. Le désir de manger une orange, il était présent, mais il n'était pas assez fort. Il n'a pas mené à l'action de manger une orange. Donc un désir effectif, c'est un désir qui est suffisamment fort, suffisamment important pour qu'il mène effectivement à l'action. Et donc là, on a deux distinctions conceptuelles, les désirs de premier ordre et de second ordre, les désirs effectifs et les désirs non effectifs. Et encore une troisième distinction à faire que Frankfurt fait, c'est les volitions. Qu'est-ce que c'est une volition? Alors soyez attentifs. Une volition, c'est un désir de second ordre pour qu'un désir de premier ordre soit un désir effectif. Imaginez que je suis un thérapeute qui parle souvent à des addicts. Alors moi, je ne suis pas addict, je suis un thérapeute. Et j'aimerais comprendre ce que ça fait que d'être addict. Et donc, je forme le désir de second ordre, d'avoir le désir de premier ordre, de consommer de la drogue. Et donc, je désire désirer la drogue. Mais j'ai pas envie que mon désir de prendre la drogue soit effectif. J'ai envie de ressentir le désir de prendre de la drogue sans que ce désir de prendre de la drogue se concrétise vraiment. Je veux pas que mon désir de prendre la drogue soit effectif. Donc Frankfurt, il dit une volition, c'est un désir de second ordre qu'un désir de premier ordre soit effectif. C'est je désire qu'un désir mène à une action. Ça, c'est une volition. Et Frankfurt, il va dire quand on agit librement, une personne fait un choix, et ce choix, il est libre dans le cas où ce choix est aligné avec ses volitions. Frankfurt, il nous demande d'imaginer la différence entre un addict volontaire et un addict involontaire. Donc imaginez un addict à une drogue quelconque, et imaginez qu'il n'a pas la volition de ne pas être un addict. Il n'a pas le désir de second ordre, que son désir de premier ordre de prendre la drogue ne soit pas effectif. Vous voyez un peu? Imaginez qu'il n'a pas la volition de ne pas être addict. Et bien Frankfurt, il va dire quand cet addict prend de la drogue, il agit librement, il est responsable, c'est un agent libre parce qu'il n'a pas la volition de ne pas être addict. Il est addict, mais il n'a pas la volition de ne pas être addict. Maintenant, imaginez un addict involontaire. Une personne qui a un désir de prendre de la drogue, qui prend de la drogue,
voilà, mais qui a la volition de ne pas être addict. C'est-à-dire qui a un désir de second ordre, que son désir de premier ordre de prendre de la drogue ne soit pas effectif. Mais cette personne-là, Francfort, il va dire, c'est prendre la drogue, elle n'est pas libre. Francfort, il dit vraiment, quand on fait une action, cette action elle est libre quand elle est alignée avec nos volitions. Et donc là, c'est quelque chose d'assez particulier parce que depuis le début, on parle des phobiques, des addicts, des gens qui ont des maladies psy, comme si elles n'étaient pas libres. Et bien Francfort, il nous dit, il y en a quand même certains qui sont libres. Il y a les addicts libres et les addicts qui ne sont pas libres. Un addict libre, c'est quelqu'un qui n'a pas de volition à ne pas être addict. Et un addict non libre, c'est quelqu'un qui a une volition à ne pas être addict. Bon, tout ça, c'est un peu abstrait, mais en gros, Francfort, il dit, voilà, une personne qui fait une action, elle est libre quand l'action elle est alignée avec ses volitions, et les volitions, c'est des désirs de second ordre pour que des désirs de premier ordre soient effectifs. Ça, c'est la théorie hiérarchique de Francfort, qui est parmi la famille des théories source food. C'est quoi les objections à la théorie hiérarchique de Francfort? Une première objection, c'est que Francfort, il dit on peut être aliéné de nos désirs de premier ordre, et donc on ne peut pas localiser le libre arbitre dans nos désirs de premier ordre. Il faut le localiser au-dessus, dans les désirs de second ordre, dans les volitions. Mais l'objection, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas être aliéné de nos désirs de second ordre? Pourquoi dire qu'une personne est libre quand ses actions sont alignées à ses désirs de second ordre, et pas quand ses actions sont alignées à ses désirs de troisième ordre, de quatrième ordre, de cinquième ordre? Il semble ici y avoir une forme de problème hiérarchique. Pourquoi Francfort identifie le libre arbitre au deuxième niveau et pas au troisième, au quatrième? Pourquoi on ne pourrait pas être aliéné de nos désirs de second ordre? Donc ça, c'est une objection contre la théorie hiérarchique de Francfort. Et cette objection-là, on peut la rendre un peu plus concrète en se disant, imaginez une drogue qui non seulement crée un désir de premier ordre de prendre la drogue, par exemple la nicotine, ça crée un désir de premier ordre de prendre de la nicotine, mais pourquoi il ne pourrait pas y avoir une drogue qui non seulement crée un désir de premier ordre de prendre de la nicotine, mais elle affecte aussi nos désirs de second ordre. Imaginez une drogue qui vient affecter nos désirs de second ordre et qui nous fait perdre nos désirs de second ordre, de perdre nos désirs de premier ordre, de prendre de la drogue. Et c'est un peu pour dire, si on peut être aliéné par nos désirs de premier ordre, on peut aussi être aliéné par nos désirs de second ordre, par une drogue qui non seulement influence les désirs de premier ordre, mais les désirs de second ordre. Et donc le problème hiérarchique qui se pose, c'est pourquoi les désirs de second ordre, selon Francfort, pourquoi pas les de troisième ordre? Une autre objection qui est différente, c'est l'objection de la manipulation. Et cette objection-là, je l'ai gardée un peu pour la fin. Alors, on a vu 3 théories avant celle de Francfort, et là, on va voir l'objection de la manipulation. Comment elle s'applique au cas de Francfort, mais elle s'applique aussi à toutes les théories compatibilistes. C'est une objection qui se veut générale envers les théories compatibilistes. C'est quoi l'objection de la manipulation? L'objection de la manipulation, en gros, ce qui est dit, et là je l'applique de façon générale à toutes les théories compatibilistes, c'est elle dit, voilà, les théories compatibilistes, elles nous citent des conditions à remplir pour qu'on puisse dire qu'on a le libre arbitre, mais on peut très bien être manipulé non seulement pour faire quelque chose qu'on n'aurait pas fait à la base, mais on peut aussi être manipulé de sorte à remplir les conditions proposées par les théories compatibilistes. Et dans le cas de Francfort, comment ça se présente, c'est imaginons une force extraterrestre technologiquement très avancée qui peut aller voilà, à distance insérer des désirs dans la tête des gens pour les manipuler à faire des choses. Mais on pourrait très bien imaginer une force extraterrestre qui change les volitions des gens pour les manipuler à faire des choses. Est-ce que les gens qui agiraient en fonction des désirs ou des volitions implantées dans leur tête par les forces extraterrestres seraient libres? Intuitivement, on a envie de dire non. On a envie de dire on n'est pas libre quand on est manipulé. Donc si nos volitions ont été manipulées par une force extraterrestre,
Voilà, nos actions, elles sont pas libres, c'est manipulées. Et tout le problème ici, c'est que la théorie de Francfort, elle dit que pour être libre, il faut que nos actions soient alignées avec nos volitions, mais elle ne donne pas de contraintes sur l'origine de nos volitions. Donc si que l'origine soit naturelle ou extraterrestre ou déterministe, voilà, dans tous les cas, la théorie elle dit si nos actions sont alignées avec nos volitions, on est libre. Elle ne donne pas de contraintes sur l'origine et donc on est libre même si nos volitions ont été manipulées par des extraterrestres. Et ça, c'est l'argument de la manipulation contre les théories compatibilistes. Peu importe les critères compatibilistes qu'on donne, on pourra toujours trouver une situation où on est manipulé pour satisfaire ces critères et pour faire quelque chose qu'on n'aurait pas fait. Bon, le problème de la manipulation, les compatibilistes ont essayé d'y répondre. Je pense que je ne sais pas si je vais aborder les réponses ici. Voilà, ça se veut être une introduction, mais on peut déjà dire que selon certains, euh, les gens manipulés sont quand même libres, mais c'est juste qu'après la manipulation, ils ne sont pas les mêmes personnes. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance. Si quelqu'un venait manipuler mes volitions et que je tuais quelqu'un, je serais libre de tuer cette personne et je ne serais plus belle derrière. Bon, bref, les compatibilistes ont essayé de répondre à l'objection de la manipulation. Mais l'idée, c'est que c'est une objection qui touche toutes les théories compatibilistes, ou presque toutes. On peut remonter, on parlait de la théorie hiérarchique de Francfort, mais on peut remonter à toutes les autres théories, reason responsiveness, habileté, conditionnel. Si on insère des désirs dans la tête des gens, ils peuvent très bien faire des choses qu'ils n'auraient pas faites, tout en satisfaisant les conditions de ces théories. Comment on fait? Comment on résout ce souci? Certains vont dire que dans les cas manipulés, on est libre, mais on n'est pas la même personne. Certains vont dire il faut arriver à distinguer les cas de manipulation des cas de non-manipulation. Mais c'est assez compliqué à faire parce que c'est dur de donner une définition du libre arbitre qui exclut les cas de manipulation sans exclure le déterminisme aussi. Les compatibilistes, ils veulent donner une définition du libre arbitre compatible avec le déterminisme. Et c'est assez dur de donner une définition qui enlève la liberté aux gens manipulés sans enlever la liberté aux gens déterminés. Donc voilà, tout ça c'est... Franchement, gardez en tête l'idée que l'argument de la manipulation, c'est quelque chose de très présent dans la littérature philosophique sur le sujet du libre arbitre, particulièrement les théories compatibilistes. C'est un gros morceau. Francfort, c'est un gros morceau. L'argument de la manipulation, c'est un gros morceau. Le déterminisme, c'est un gros morceau. Avant de passer aux théories incompatibilistes, j'aimerais très brièvement aborder une théorie compatibiliste qui est très différente des précédentes. La théorie des attitudes réactives de Strawson. Est-ce que vous entendez beaucoup le bruit dehors? C'est la journée dans mon pays. Je pourrais peut-être mettre mon casque pour étouffer le bruit. Je vais aller voir les messages. Est-ce que vous entendez les gens parler dehors? Vous entendez les gens parler? Attendez, je vais essayer un truc. Ouais, il y a des gamins. C'est les vacances. Vraiment, j'ai mis mon casque. Est-ce que vous entendez moins les gens dehors? C'est pareil. C'est pareil. Bon. Bon, tant pis. Si vous entendez rien, je vais laisser le chat allumé quand même. Depuis tantôt, je lis absolument rien du chat. De micro, faut que tu le fasses, mais t'as pas changé de micro. Ah, faut que je le fasse manuellement, tu dis. Manuellement. Est-ce que là, vous entendez différemment? Normalement. Ok. Est-ce que vous m'entendez mieux ou moins bien? Est-ce que vous entendez moins les bruits ambiants? Bon, je vais rester comme ça. Si ça vous déplaît, vous me direz. Vous m'entendez respirer? Bon. Bon, bref. Du coup, avant de passer aux théories incompatibilistes,
temps moins libre extérieur. Ok. Avant de passer aux théories incompatibilistes, je vais parler rapidement d'une théorie compatibiliste qui est très différente de celle qu'on a déjà abordée. La théorie des attitudes réactives de Strawson, vraiment je vais l'aborder très brièvement. En gros, Strawson, ce qu'il nous dit un peu dans les grandes lignes, c'est que voilà, les discussions sur le libre arbitre, elles sont sévèrement égarées. Voilà, c'est n'importe quoi, en gros. Ce qui importe, voilà, l'idée, c'est que, voilà, imaginez quelqu'un qui fasse une action comme frapper un enfant innocent. Vous allez ressentir des émotions morales en vous. Vous allez être choqué, vous allez être en colère, vous allez vouloir le punir. Voilà, vous allez avoir des attitudes morales, des attitudes réactives. Vous allez avoir des attitudes réactives. Et l'idée de Strawson, c'est que une personne est libre simplement quand on a des attitudes réactives envers elle. Et c'est à peu près l'idée, quoi. On n'a pas besoin de... On peut définir un peu le libre arbitre, mais l'idée, grossièrement, c'est on n'a pas trop à chercher. Une personne qui croit au déterminisme ou non va continuer à avoir des attitudes réactives. Et l'idée, c'est qu'on a des attitudes réactives, on a des attitudes morales envers les actes des humains adultes et pas envers les actes des enfants, envers les actes des animaux. Donc, voilà, les animaux et les enfants, ils sont pas libres simplement parce que voilà, on a ces attitudes, on n'a pas ces attitudes envers les enfants et les animaux. Pareil pour les gens qui ont des phobies, des maladies mentales. On n'a pas vraiment d'attitude morale envers un agoraphobe qui ne peut pas sortir dehors. Enfin, on voyait l'idée. L'idée, c'est une personne est libre juste quand les gens, la communauté, nous, peu importe, on a des attitudes réactives envers elle, peu importe de nos croyances sur le libre arbitre, peu importe de nos croyances sur le déterminisme, peu importe, voilà, peu importe les définitions. Donc tout ça, voilà, le gros morceau, c'était le compatibilisme. Les théories qui soutiennent que le déterminisme est compatible avec le libre arbitre, juste pour récapituler, on a vu le compatibilisme classique conditionnel, qui dit une personne est libre quand elle agit, dans le cas où si elle avait voulu autre chose, elle aurait fait autre chose. On a vu le compatibilisme des capacités, qui dit en gros une personne est libre en faisant quelque chose dans le cas où elle avait l'habileté de faire autre chose. Et l'habileté, c'est analysé en gardant fixe la structure psychologique intrinsèque et en étudiant des contrefactuels. On a vu, qu'est-ce qu'on a vu? Le reasoned responsiveness, qui dit une personne est libre quand elle fait quelque chose dans le cas où elle a un cerveau qui est réactif aux raisons rationnelles, elle peut les percevoir et agir de façon appropriée en conséquence. On a vu ensuite l'argument des codes de Frankfurt, qui pose, qui rejette un peu le principe des possibilités alternatives, donc qui rejette l'idée que pour être libre, il faut la liberté de faire autrement, même si on l'analyse d'un point de vue compatibiliste, c'est pas important. Donc ensuite, on a vu que l'argument de Frankfurt il pouvait être utilisé contre la théorie reasons responsive du libre arbitre. Ensuite, on a vu la théorie en tant que telle de Frankfurt, le compatibilisme hiérarchique qui dit qu'une personne est libre quand ses actions sont alignées avec ses volitions. Les volitions, c'est les désirs de second ordre, que des désirs de premier ordre soient effectifs. On a vu un gros morceau, l'argument de la manipulation, qui dit peu importe notre définition compatibiliste, on peut toujours trouver des situations où on peut manipuler quelqu'un à faire quelque chose et le manipuler d'une façon où il satisfait artificiellement la définition compatibiliste de libre arbitre. Et finalement, voilà, c'est un gros morceau, l'argument de la manipulation. Finalement, on a vu très rapidement la position, les attitudes réactives de Strawson, où il dit bon, vous racontez n'importe quoi les philosophes à essayer de définir comme ça le libre arbitre. L'important, c'est juste les attitudes morales de la communauté. Les animaux, ils sont pas libres parce qu'on n'a pas vraiment d'attitude morale envers leurs actions. Et maintenant, on va passer à l'incompatibilisme, la famille de positions qui dit que le déterminisme est incompatible avec le libre arbitre. Et l'incompatibilisme, ça va être plus rapide parce que ça va être plus rapide que voilà, la conférence, elle est presque terminée en vrai. Le gros morceau, c'était le compatibilisme.
non pas à l'incompatibilisme, qui est un gros morceau dans la littérature philosophique, mais moi je vais consacrer un peu moins de temps que le compatibilisme. Donc les incompatibilistes, ils disent voilà, le déterminisme est incompatible avec le libre arbitre. C'est quoi leurs arguments principaux? Plutôt, on a vu que voilà, l'argument des incompatibilistes, c'était surtout la tension perçue entre le déterminisme et le libre arbitre. Et les incompatibilistes, ils disent que cette tension, elle n'est pas seulement perçue, elle est réelle, c'est un vrai problème insurmontable. Et ils ont formulé des arguments un peu plus concrets pour qualifier le problème entre le déterminisme et le libre arbitre. Le premier argument qu'on va étudier, c'est un argument incompatibiliste, c'est le consequence argument. En français, l'argument de la conséquence. Qu'est-ce qu'il nous dit cet argument? C'est un argument qui cherche à identifier un problème. C'est plutôt, il cherche à identifier un problème entre le déterminisme et l'aspect du libre arbitre qui est la liberté de faire autrement. Donc il y aura un autre argument ensuite qui cherche plutôt à identifier un problème entre le déterminisme et l'aspect du libre arbitre qui est le source code. Là, c'est plutôt la liberté de faire autrement. L'argument nous dit, franchement, si le déterminisme est vrai, on n'a pas de liberté de faire autrement. Et en quoi il consiste l'argument? Il y a plusieurs prémices. La première prémisse, c'est que si on n'a pas de pouvoir sur un fait et qu'on n'a pas de pouvoir sur le fait que ce fait implique un autre fait, alors on n'a pas de pouvoir sur l'autre fait. Donc imaginez un fait A qui implique un fait B. Si on n'a pas de pouvoir sur le fait A et qu'on n'a pas de pouvoir sur le fait que le fait A implique le fait B, alors on n'a pas de pouvoir sur le fait B. Ça, c'est la première prémisse. L'argument s'appelle l'argument de la conséquence, en raison de cette prémisse un peu qui dit si on n'a pas de pouvoir sur un fait, alors on n'a pas de pouvoir sur les conséquences de ce fait. Ça, c'est la première prémisse. La deuxième prémisse, c'est on n'a pas de pouvoir sur les faits du passé et les lois de la nature. Et la troisième prémisse, c'est que les faits du passé et les lois de la nature impliquent les faits du futur, si le déterminisme est vrai. Et si ces trois prémisses-là sont en place, les trois prémisses étant si on n'a pas de pouvoir sur un fait A et on n'a pas de pouvoir sur le fait que le fait A implique le fait B, alors on n'a pas de pouvoir sur le fait B. Et les autres prémisses qui sont on n'a pas de pouvoir sur les faits du passé et les lois de la nature, et les faits du passé et les lois de la nature nécessitent les faits du futur, et bien la conclusion c'est on n'a pas de pouvoir sur les faits du futur. Et cette conclusion-là, elle cherche à concrétiser un peu la tension entre le déterminisme et le libre arbitre, elle cherche à conclure, on n'a pas de pouvoir sur les faits du futur, or, voilà, pour que le libre arbitre existe, il faut qu'on ait une forme de pouvoir sur le futur. Mais si le déterminisme est vrai, selon l'argument, on n'a pas de pouvoir sur les faits du futur. Alors, il y a plusieurs objections qui ont été adressées au consequence argument. Je ne pense pas que je vais vraiment les aborder ici. On pourrait par exemple dire que je sais pas, il y a on pourrait dire, je vais brancher mon ordi. Certains disent que le mot avoir du pouvoir sur, il est sensible au contexte, et que donc l'argument il est un peu invalide, il fait une équivocation. D'autres personnes qui vont dire que de toute façon, le pouvoir sur le futur, ce n'est pas nécessaire au libre arbitre. Bon, il y a plein de réponses. Mais c'est quand même un gros morceau, cet argument. Le consequence argument, on le retrouve vraiment beaucoup dans la littérature philosophique. Un deuxième gros argument pour l'incompatibilisme, l'argument des incompatibilistes, c'est l'origination argument. Donc, en français, l'argument de l'origine, l'argument de l'origination. Bon, ça se dit pas vraiment, mais cet argument-là, il cherche vraiment plus à concrétiser la tension entre le déterminisme et l'aspect source-code. Cet argument-là, je ne l'ai pas formalisé, mais il consiste en gros à dire que pour qu'on soit libre, il faut qu'on soit la source de nos actions. Et non seulement il faut qu'on soit la source de nos actions, mais il faut qu'on soit la source
ultime de nos actions. C'est quoi une source ultime? Une source ultime, c'est un peu, imaginez la chaîne causale qui a mené à mon choix de choisir une pomme. Une source ultime, c'est l'endroit où la chaîne causale commence. Voilà, pour que je sois la source ultime de mes choix, il faut non seulement que je sois dans la chaîne causale, il faut non seulement que la chaîne causale de mon choix passe par moi, mais il faut que la chaîne causale s'arrête un peu à moi. Il faut que je sois la source finale, la source ultime, la source originale de mes actions pour que je sois libre. L'argument, il me dit pour qu'on soit libre, il faut qu'on soit la source ultime de nos actions, pas juste une source, pas juste que la chaîne causale passe à travers nous, mais qu'elle débute à nous. Ou au moins, on peut le reformuler de façon un peu plus faible, il faut au moins qu'il y ait quelque chose en nous qui soit nécessaire à nos actions, qu'on ne peut pas retrouver avant nous ou en dehors de nous. Il faut qu'on soit en quelque sorte une source ultime, quelque chose en nous qui est vraiment nécessaire à nos actions pour que nos actions soient libres. L'origination argument dit si le déterminisme est vrai, on n'est jamais la source ultime de nos actions. Nos actions, elles sont la fin d'une chaîne causale qui passe à travers nous, mais qui a débuté il y a des millions d'années. Donc l'origination argument, il dit pour être libre, il faut être la source ultime de nos actions, mais si le déterminisme est vrai, on n'est jamais la source ultime de nos actions. Ça aussi, c'est un peu un gros morceau de littérature philosophique, l'origination argument. Il y a beaucoup d'objections à cet argument. Tu as des gens qui littéralement rejettent le fait qu'on doive être une source ultime de nos actions pour être libre. La plupart des compatibilistes diraient non, nos définitions suffisent amplement, on n'a pas besoin d'être une source ultime pour qu'on soit libre. Il y a eu d'autres objections un peu plus subtiles. Mais bon, voilà, c'est l'idée. Donc je récapitule, l'incompatibilisme. Il y a deux gros arguments incompatibilistes, l'argument de la conséquence et l'argument de l'origination, qui chacun cherche à rendre plus concret une tension entre le déterminisme et un aspect important du libre arbitre. Mais passons maintenant, tout ça c'était les arguments compatibilistes, les arguments incompatibilistes. Passons maintenant vraiment à l'incompatibilisme en tant que tel. C'est quoi leur position, c'est quoi leurs arguments. Enfin, on vient de présenter deux arguments, mais c'est quoi leur théorie, leur position. Et avant ça, je vais voir un peu. Dans l'introduction, de la conférence, j'ai dit que l'incompatibilisme, il se séparait en trois branches. Les incompatibilistes durs, qui rejettent l'existence du libre arbitre, les libertariens, qui portent plusieurs noms, mais voilà, qui eux, plutôt quand même, ils sont favorables à l'existence du libre arbitre de façon générale, et les pessimistes, qui eux disent que le libre arbitre est incompatible à la fois avec le déterminisme et avec l'indéterminisme. Ici, je vais pas trop parler des libertariens, je vais pas trop parler des incompatibilistes durs, ni des pessimistes, je vais vraiment parler des libertariens. Libertariens, les gens qui disent le déterminisme est incompatible avec le libre arbitre, mais le libre arbitre existe parce que voilà, le monde n'est pas déterministe. Et bien les libertariens, ils se séparent en trois branches eux-mêmes. C'est un peu complexe, hein. Il y a l'incompatibilisme qui se sépare en trois branches, les libertariens qui se séparent en trois branches, et nous on s'intéresse aux libertariens et à leurs trois branches. La première branche du libertarianisme, voilà, plusieurs traductions, c'est le libertarianisme non causal. Qu'est-ce que c'est cette branche-là? Cette branche-là, elle nie le déterminisme, elle va un peu plus loin, voilà. Cette branche-là, elle nie le déterminisme, elle va un peu plus loin, elle dit, cette théorie, elle dit, pour qu'une action soit libre, il faut que l'action soit incausée. Donc c'est pas juste elle doit être causée de façon indéterministe, dans le sens où elle avait une chance objective de 90% de se produire,
Et cette chance objective de 90% ont causé l'action de façon indéterministe, mais elle aurait pu ne pas la causer. Non. Ce que disent les libertariens non causaux, c'est qu'une action libre, c'est une action incausée. Elle n'est pas causée de façon déterministe, elle n'est pas causée de façon indéterministe. Parce que je ne l'ai pas mentionné, mais généralement, quand on parle de causation, souvent les gens pensent que la causation, elle est forcément déterministe. En tout cas, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, mais depuis quelque temps en philosophie, on accepte la causation déterministe et la causation indéterministe. Bon, c'est pas consensuel, mais selon certains, un événement peut en causer indéterministiquement un autre. Donc l'événement A, il peut causer B de façon indéterministe. Ce que ça veut dire, c'est qu'il l'a causé B, mais il aurait pu ne pas le causer. Bon, bref. Du coup, les libertariens non causaux disent pour qu'une action soit libre, il faut qu'elle soit incausée. Elle n'est pas causée de façon déterministe. Elle n'est pas causée de façon indéterministe, elle est non causée. Il ne faut pas qu'il y ait de structure causale interne. Voilà. Bon, cette théorie-là, elle est extrêmement impopulaire pour plusieurs raisons. Des gens, généralement, on considère que pour qu'une action soit libre, il faut qu'on ait une certaine forme de contrôle sur nos actions. Là, on se demande si une action est incausée, quel genre de contrôle on a sur l'action, c'est quoi un contrôle non causal sur une action. C'est un peu curieux. Généralement, on considère aussi qu'une action libre, c'est une action faite pour certaines raisons. Mais les libertariens non causaux, ils nous disent que nos actions sont incausées, donc elles ne sont pas causées par nos raisons. Comment rendre compte du fait que nos actions sont faites pour des raisons si nos raisons ne causent pas nos actions? Bon, il faut trouver une notion d'explication des raisons qui est non causale. Bon, c'est étrange, et puis il y a aussi beaucoup de philosophes qui croient en la causation. Beaucoup de philosophes, bon, c'est pas le cas de tous, hein, il y a des philosophes qui rejettent la causation, mais il y a beaucoup de philosophes qui disent il ne peut pas y avoir d'action incausée, ça fait aucun sens. Tout du moins, les actions sont causées de façon indéterministe, mais pas incausées totalement. Donc ça, c'était le libertarianisme non causal. Une action libre, c'est une action non causée. Les objections, c'est que comment on a du contrôle sur nos actions si on n'a pas d'influence causale sur nos actions? Comment nos raisons expliquent nos actions si nos raisons n'ont pas d'influence causale sur nos actions? Nos désirs n'ont pas d'influence causale sur nos actions? C'est chelou. Donc la prochaine branche du libertarianisme, c'est l'event causal libertarianisme. Et c'est à distinguer de l'agent causal libertarianisme. Qu'est-ce que c'est que c'est compliqué? Les libertariens event causal, ce qu'ils soutiennent, c'est que nos actions, pour qu'une action soit libre, il faut qu'elle soit causée par nos raisons, donc nos désirs, nos motifs, nos croyances, notre morale, notre personnalité, nos émotions. Voilà. Il faut que nos actions soient causées par nos raisons, mais qu'elles soient causées de façon indéterministe. Par exemple, imaginons, on me présente une pomme ou une orange, j'ai le désir de manger une pomme, je choisis la pomme, mais il y avait de l'indéterminisme dans l'air. Il faut qu'il y avait quand même la possibilité physique réelle que je choisisse l'orange, malgré que je conserve toutes mes raisons. Il faut que mes raisons, même si elles donnent une probabilité de 90% qu'elles causent un choix, puissent aussi en causer un autre. Avant de parler des objections de l'event causal, je vais parler du libertarianisme agent causal, parce que c'est vraiment le concurrent de l'event causal, le libertarianisme. Qu'est-ce qu'ils disent les libertariens agent causal? Donc agent, la personne, cause par l'agent. Les libertariens event causal, cause par les événements, cause par les events, cause par les raisons. Les libertariens agent causal, cause par les agents, les agents, les personnes. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les libertariens agent causal? Ils disent « je ne suis pas mes désirs, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes raisons. » Les libertariens agent causal, ils disent « je ne suis pas mes raisons, une action libre ne peut pas être causée par mes raisons.
voilà, les libertariens event causal, ils disent une action libre, c'est une action qui a été causée indéterministiquement par nos raisons. Et les libertariens agent causal, ils disent mais je ne suis pas mes raisons. Si mes actions sont causées même indéterministiquement par mes raisons, comment ça peut être des actions libres de moi? Je ne suis pas mes raisons. Ça doit être moi qui cause mes actions, pas mes raisons, moi. Et donc ce qu'ils disent, les agents causal, c'est qu'une action libre, c'est une action qui a été causée indéterministiquement par l'agent, pas par ses raisons, par l'agent, donc pas par ses désirs, voilà, c'est vraiment l'agent. Et là, c'est ici que ça devient un peu flou, compliqué. Des gens pourraient dire, mais c'est quoi l'agent si ce n'est pas ses raisons, sa personnalité, ses émotions? Qu'est-ce que c'est que cette chose au-dessus de nos désirs et de nos croyances, de notre personnalité? C'est pas le sujet. Les agents causales, souvent, ils croient en une forme de substance persistante, immuable, qui n'est pas réductible à nos désirs, nos croyances, nos émotions, qui sont fluctuants. Voilà, bon. Du coup, on a les libertariens event causal, qui disent une action libre, c'est une action causée indéterministiquement par nos raisons. On a les libertariens agent causal, qui disent une action libre, c'est une action causée indéterministiquement par l'agent, pas par ses raisons, parce qu'on n'est pas nos raisons. Et généralement, les théories libertariennes, ou en tout cas les théories event libertariennes, j'ai oublié de le mentionner, mais les event causal libertariennes, généralement ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une théorie compatibiliste, par exemple le reasoned responsiveness, par exemple la théorie hiérarchique de Frankfurt, et ils font juste prendre cette théorie compatibiliste et ils ajoutent que les actions doivent être causées indéterministiquement par nos raisons. Donc pour qu'un agent soit libre, il doit être réactif aux raisons rationnelles, il doit agir par ses volitions, peu importe, et il doit y avoir de l'indéterminisme dans l'air aussi. Donc ça, c'est ce que font les events causal libertariens. Ils prennent une théorie compatibiliste et ils ajoutent un peu de random, de hasard, d'indéterminisme fondamental. C'est les libertariens event causal. Les libertariens agent causal, ils font ça aussi. Ils prennent une théorie compatibiliste, ils ajoutent un peu l'indéterminisme, mais vraiment, il faut que la cause, ce soit l'agent. Indéterministiquement, l'agent et pas ses raisons, l'agent qui est une forme de substance supérieure aux raisons. Ça, c'est un peu les théories libertariennes, event causal et agent causal. Il y avait aussi non causal, mais c'est impopulaire et c'est un peu ridicule. Mais du coup, pour les deux théories principales libertariennes, event causal et agent causal, c'est quoi les principales objections au libertarianisme? Et là, il y a un gros morceau. Il faut être attentif. Bon, en vrai, il n'y a pas besoin d'être très attentif, c'est pas compliqué, mais c'est quand même un gros morceau, il faut se rappeler de ça après la conférence. Cet argument-là contre le libertarianisme, c'est the luck argument, l'argument de la chance, que j'ai peut-être brièvement évoqué dans mon introduction quand je parlais des pessimistes. L'argument de la chance, qui consiste à dire, grossièrement, il y a des formulations un peu formelles et tout, mais il consiste à dire que ajouter de l'indéterminisme dans l'air, non seulement ça n'ajoute rien d'important au libre arbitre, ça ne fait rien, mais en plus de ne rien ajouter, en plus de ne pas aider la cause du libre arbitre, c'est mauvais pour le libre arbitre. Ça réduit le libre arbitre. Donc the luck argument, l'argument de la chance, il dit non seulement ajouter de l'indéterminisme comme le font les libertariens, que ce soit les event causal, que ce soit les agent causal. Non seulement ça n'aide pas la cause, mais ça, c'est mauvais pour la cause du libre arbitre. Pourquoi c'est mauvais? Pourquoi ça n'ajoute rien? Eh bien, The Argument of Locke, il nous dit, comme j'ai un peu parlé dans mon introduction, si on ajoute de l'indéterminisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ajoute du hasard, ça veut dire qu'on ajoute des lancers de dés, ça veut dire que jusqu'au moment du choix, même si j'avais un fort désir de ne pas tuer, même si j'avais des bonnes valeurs morales, j'aurais quand même pu tuer. Du coup, mon action de ne pas tuer, elle était due à la chance, elle était due au hasard, à un lancer de dés quantique. Ça semble ne rien ajouter de valeur pour l'existence du libre arbitre, et ça semble être mauvais pour le libre arbitre, parce que maintenant, non seulement nos actions, elles sont dues aux lois de la nature, mais elles sont dues au hasard aussi. Donc c'est The Argument of Locke, l'argument de la chance,
ça va motiver plusieurs personnes à se ranger du côté des pessimistes, à dire le libre arbitre n'est ni compatible avec le libre arbitre n'est ni compatible avec le déterminisme, ni compatible avec l'indéterminisme, parce que du côté déterminisme, tout est déterminé, il n'y a pas de libre arbitre, et du côté indéterminisme, nos actions sont dues au hasard. Donc ça motive beaucoup de gens à devenir pessimistes. Les libertariens, ils ont apporté des formes de réponse à l'argument de la chance. Ouais, je peux en parler un petit peu, mais je pense, je vais pas vraiment entrer trop dans le détail. Une chose que parfois les libertariens répondent à l'argument de la chance, c'est que même si le fait qu'il y ait du hasard juste avant le choix, ça serait mauvais pour le libre arbitre, c'est pas forcément mauvais s'il y a du hasard plus tôt dans le processus de délibération. Par exemple, il y a des théories libertariennes qui disent il y a du hasard, mais où il intervient ce hasard? Il n'intervient pas juste avant de faire l'action. Mais ce qui intervient, c'est que quand on va délibérer, quand on va réfléchir à un choix, il y a plusieurs faits qui vont nous venir en tête, plusieurs raisons qui vont nous venir en tête. On va penser à tel truc, telle raison rationnelle. Et bien c'est ici que le hasard intervient. Le hasard, il va influencer, c'est quoi les raisons qui nous viennent en tête au début ou pendant le processus de délibération. Et ça, certains libertariens disent, ce n'est pas mauvais pour le libre arbitre. Le hasard, c'est mauvais pour le libre arbitre si c'est juste avant le choix, mais pas si ça fait juste influencer le processus de délibération. Bon, est-ce que l'argument fonctionne? À vous de décider. Mais du coup, il y a quand même du hasard. Les actions sont, même si le hasard influence le processus de délibération, les actions sont un peu du hasard. Bon, il y a d'autres réponses que certains libertariens ont apportées à The Problem of Flock. Qu'est-ce qu'ils ont apporté d'autre? Ils ont dit, certains, je pense, ont dit, même si c'est un peu compliqué à expliquer ici, je pense que je pense que je vais pas parler de ça tout de suite. Bon, je vais regarder, parce que là, normalement, la conférence est presque terminée. Je vais regarder si j'ai pas oublié des trucs importants. J'avais pris quelques notes. Ah oui, j'aimerais ajouter concernant la distinction compatibiliste-incompatibiliste, que certains compatibilistes qui non seulement soutiennent que le déterminisme est compatible avec le libre arbitre, mais que le déterminisme est essentiel au libre arbitre. Donc c'est vraiment la position plus forte. C'est pas tout le monde voit le problème dans le déterminisme, mais en fait c'est l'indéterminisme le problème pour le libre arbitre. C'est le hasard. Et donc je voulais ajouter ça. Et ça rejoint un peu The Argument of Locke, qui est que le hasard, c'est pas très bon pour le libre arbitre. Le déterminisme, ça semble presque mieux pour le libre arbitre que l'indéterminisme. Est-ce que j'ai oublié d'autres choses? Bon, il y a des choses que j'aurais pu rajouter, mais ça va être une introduction, hein, je ne vais pas entrer trop dans les détails. Du coup, je vais faire un gros récapitulatif de la conférence, enfin gros, ça va prendre 2 ou 3 minutes, et ensuite je ferai une séance de questions-réponses. Donc pour résumer tout ce qu'on a dit, le libre arbitre, on ne peut pas donner une définition comme ça, comme étant le début d'un débat, parce que chaque théorie le définit à sa sauce, mais on peut quand même dire que le libre arbitre, c'est censé être une capacité qu'ont les humains adultes qui leur confère de la responsabilité morale. On peut aussi dire qu'il y a 2 ou 3 composantes qui sont vues comme étant essentielles au libre arbitre, qui est la liberté de faire autrement, le pouvoir d'autodétermination et le source code. Chaque théorie essaie d'accommoder un peu à sa sauce ses composantes essentielles, mais certaines accordent plus d'importance à l'une ou à l'autre. Ensuite, il y a les compatibilistes qui disent que le déterminisme est compatible avec le libre arbitre, les incompatibilistes qui disent que c'est pas compatible. Parmi les compatibilistes, il y en a qui accordent plus d'importance à la liberté de faire autrement, et d'autres qui accordent plus d'importance aux sources code. Parmi les incompatibilistes, il y a les incompatibilistes durs qui nient le libre arbitre, il y a les libertariens qui acceptent le libre arbitre, et il y a les pessimistes qui disent que le libre arbitre est impossible. Parmi les théories compatibilistes qu'on a vues, il y a la théorie compatibiliste conditionnelle classique, qui dit qu'on est libre de faire quelque chose si on avait voulu autre chose, on aurait fait autre chose. Il y a
le compatibilisme des capacités, qui dit une personne est libre de faire quelque chose si elle avait la capacité de faire autrement, qui est analysé d'une façon spéciale. Il y avait le reasoned responsiveness, qui dit une personne est libre de faire quelque chose dans le cas où elle a un cerveau réactif aux raisons rationnelles. Parmi les théories compatibilistes, il y avait aussi le compatibilisme hiérarchique de Frankfurt, qui dit qu'une personne est libre si ses actions sont alignées avec ses volitions, et le compatibilisme hiérarchique qui accorde beaucoup d'importance aux sources code, en s'appuyant notamment sur les arguments des codes de Frankfurt, qui entrent notamment en conflit avec le Reasoned Responsiveness Theory. Finalement, on a aussi parlé de la théorie des attitudes réactives morales de Strawson, qui dit vous racontez n'importe quoi, quelqu'un est libre juste si la communauté a des attitudes morales, peut avoir des attitudes morales envers ses actions. On a aussi vu dans le compatibilisme l'argument de la manipulation, qui est un gros morceau, qui dit peu importe la définition, on pourra toujours identifier une façon de manipuler quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose qu'il n'aurait pas fait, mais qui satisfasse quand même la définition. Et ensuite, il y avait les incompatibilistes. On s'est intéressé aux libertariens. Il y avait les libertariens non causales qui disaient une action libre, c'est une action non causée. Donc, il y avait plusieurs soucis. Il y avait le libertarianisme event causal qui dit une action libre, c'est une action qui est causée par nos raisons de façon indéterministe. Et généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une bonne théorie compatibiliste et qu'ils rajoutent de l'indéterminisme dans l'air. Il y avait le libertarianisme agent causal qui dit non, je ne suis pas mes raisons, je dois être la cause de mes actions. Une action libre, c'est une action qui est, on prend une bonne théorie compatibiliste, on ajoute de l'indéterminisme, mais c'est l'agent qui cause les actions de façon indéterministe. Ensuite, on a vu le gros morceau qui était The Problem of Luck, qui dit le hasard, ça semble pas aider, l'existence du libre arbitre, ça semble être mauvais pour le libre arbitre. Et j'aimerais peut-être ajouter quelque chose sur le libertarianisme agent causal. Donc pour l'agent causal, il y a évidemment le problème of Locke, qui est un gros problème, même s'ils essaient d'y répondre. Mais il y a aussi le fait que, et ça c'est quelque chose, j'ai oublié d'en parler, une autre objection au libertarianisme agent causal, donc causation par l'agent, c'est que si nos actions sont causées par l'agent et pas par nos raisons, comment on peut expliquer qu'on fasse des actions pour des raisons? Parce que les libertariens agent causal, ils disent que nos raisons n'ont aucun impact causal sur nos actions, que la reconnaissance de nos raisons par l'agent n'a aucun impact causal sur nos actions. Donc comment on peut expliquer qu'on fasse des actions pour des raisons? Voilà, c'est un contre-argument au libertarianisme agent causal. Et aussi comme autre contre-argument, il y a beaucoup de philosophes qui remettent en question le fait qu'il y ait une substance derrière nos raisons, qui est un agent qui n'est pas réductible aux désirs et aux croyances. Et voilà, c'était à peu près le récapitulatif de la conférence. Et maintenant, je pense qu'on va passer à une session de questions-réponses. Comment on va s'y prendre? J'ai jamais organisé de conférence, mais à ce qui paraît, on peut lever la main. Ok, je vois qu'Atar a levé la main, ok, ça fonctionne. Et là, si j'invite à parler Atar, est-ce que ça marche? Ça marche pas. Si je fais... Je sais pas trop comment on fait pour activer le micro de quelqu'un. M'inviter à parler. Je pense que, Atar, je t'ai envoyé... Peut-être que tu as reçu une invitation à parler. Est-ce que tu as un truc sur lequel tu peux cliquer pour accepter une invitation à parler? Ouais, allô? Ouais, c'est oui. Normalement. Okay. Du coup, ok, ta question. Alors, moi, justement, j'ai pas vraiment de questions. J'ai listé les questions des gens au fur et à mesure du débat. Ok. Alors, Je bon, ça, je le préférerais que réserve pour les la fin. gens, Tu veux gens d'abord voir les posent leurs questions des gens? questions eux-mêmes, que ce soit dans le Vas-y. chat ou dans le vocal.
Parce qu'il y en a qui sont plus là, c'est pour ça. Ouais, mais qui sont plus là. Enfin, si, Sinon, globalement, on ils fera sont. les questions. Sinon, on peut répondre aux questions des gens qui sont plus là après les questions des gens qui sont encore là. Oui, oui, vas-y, je me mute. Ok. Je te... Ok. Quelqu'un d'autre lever la main? Teinsurier. Est-ce que tout le monde sait comment lever la main? Ceux qui ne savent pas comment lever la main, vous pouvez juste soit écrire votre question dans le chat, soit écrire le mot question, tiens, pourquoi pas. Donc, je vais donner la parole à Teinsurier. Normalement, Teinsurier, tu as reçu une demande d'invitation à parler. Oui, Ouais. salut. Salut. Alors le problème c'est que moi dans quelques minutes j'ai mon alarme qui va sonner pour aller chercher ma bouffe. Donc s'il y a quelqu'un d'autre, mais moi j'ai 4. Si tu veux, s'il y a quelqu'un d'autre, sinon faites des questions de gens qui sont partis et quand je reviens je pose les miennes. Ok, bah Attar, je pense que personne d'autre lève la main. Ah si, Pic lève la main. Je vais donner la parole à Pic. Pic, t'es muet. Ok. Yo, Salut, ça va? ça va et toi? Ouais. Je vais faire ça rapidement. Puis j'ai peur que ma question soit trop longue. Du coup, au pire, on pourra en reparler en privé après, là, c'est pas grave. Là. Mais justement, Ouais. c'est moi ou. Mettons ta définition sur le. Ouais, excuse-moi. Tu définissais, mettons, le compatibilisme, je pense que c'est conditionnel classique, comme le fait que si quelqu'un est libre, quand elle agit, si elle avait voulu faire autrement, elle l'aurait fait autrement, right? Elle serait libre dans ce cas-là. Ouais. Si elle avait préféré faire Si elle préférait autrement. faire. Ouais, c'est exactement ça. Du coup, Ouais. mais une des objections, tu disais, ouais, mais du coup, si on avait une. En gros, ça ne remplit pas le critère qu'il ne faudrait pas que les animaux ou les enfants aient un libre arbitre, right? Puis en gros, c'est une des Ouais. objections que, comme, qu'en gros, ça ne pouvait pas s'appliquer. En gros, ça s'applique aux enfants et aux animaux aussi, right? Ouais. Puis je suis pas sûr de comprendre en quoi c'est un problème pour cette conceptualisation-là. Pourquoi il faudrait comme. Est-ce que c'est vraiment le genre d'axiome qu'il faudrait respecter nécessairement ou pourquoi. Tu veux genre venir, genre? Mais c'est pas forcément un axiome qu'on est obligé de respecter. Tu pourrais avoir des gens qui disent bah ça nous dérange pas de définir le libre arbitre d'une façon qui donne le libre arbitre aux enfants et aux animaux. Mais Ok. généralement, la plupart des gens, ils aimeraient que le libre arbitre, ce soit une faculté qui soit plutôt réservée aux humains adultes, notamment par le fait que souvent les gens, ils aimeraient faire un lien entre, je sais pas si j'ai bien, je pense que je me suis peut-être emmêlé les mots. Responsabilité morale et libre arbitre. Ouais, voilà, souvent les gens, ils aimeraient faire un lien entre la responsabilité morale et le libre arbitre. Du coup, ils sont pas trop à l'aise à donner le libre arbitre aux animaux parce que il faudrait aussi leur donner la responsabilité morale. Mais tu as des gens qui disent, voilà, il n'y a pas de lien si fort entre responsabilité morale et libre arbitre. On pourrait dire que le libre arbitre n'existe pas et il y aurait quand même de la responsabilité morale. On pourrait donner le libre arbitre aux animaux et ça voudrait pas dire que les animaux ont de la responsabilité morale. Ouais, C'est ben, juste que la plupart des gens. OK, mais je t'avoue, intuitivement, je reste cette intuition-là, vraiment. Puis tu parles de l'intuition par rapport à l'argument de Francfort tout à l'heure. Puis genre, pour moi, j'ai l'intuition que c'est vraiment une question orthogonale entre comme, avoir un libre arbitre et être responsable moralement. Mais enfin bref, comme on avait discuté l'autre jour en privé, là. Mais enfin bref, je vais rester dans le cas de la conférence. Donc, au pire, on en reparlera la prochaine fois. Là. On peut en reparler. Après, Ah, c'est bon. c'est une objection classique. Ça ne veut pas dire que je l'approuve. Ok, C'est juste généralement. Voilà. Ah, c'est bon. Okay. Est-ce que quelqu'un ici présent a une question? Je vais regarder le chat. Je suis revenu du coup. Ah, t'es revenu. Bah, ok, tu peux poser tes questions. Alors la première question c'est quoi ta position à toi que tu préfères? Position à moi. Moi, je suis plutôt de la position de dire qu'il y a deux concepts de libre arbitre. Et donc, les gens les philosophes qui débattent de la définition du libre arbitre, ils se trompent un peu, dans le sens où il y a vraiment deux concepts différents. C'est pas qu'il y a des analyses concurrentes du même concept, mais c'est qu'il y a vraiment deux concepts différents. Là, souvent, en philosophie, il y a des définitions concurrentes d'un même concept, mais ça se veut être d'un même concept. Moi, je pense qu'il y a vraiment deux concepts distincts et qu'il n'y a pas forcément des analyses concurrentes. Et je pense qu'un de ces concepts-là, qui est un concept de libre arbitre un peu dans le sens de
absolute control. Je ne sais plus quel philosophe avait dit ça, mais contrôle ultime, et qu'il y a un autre concept de libre arbitre qui est un peu plus straussonien, voilà, le mec qui parlait des attitudes réactives. Et d'après moi, du coup, le libre arbitre comme ultimate control, ça n'existe pas. Et le libre arbitre comme straussonienne, ça existe. Ok. Alors, je voulais juste faire une note qui rebondit un petit peu sur ce que Pig vient de dire. Moi, j'avais vu décrit sous le nom de semi-compatibilisme, cette position qui dit que la question de la responsabilité morale est complètement orthogonale à la question du libre arbitre. Et c'est marrant parce que la position de Straussen là, que tu décrivais, ça m'a tout de suite rappelé le chapitre 3, la partie 3 de l'éthique de Spinoza, dans lequel il fait la généalogie des affects chez l'homme, et dans laquelle il explique que les affects se déplient de différentes façons en fonction de l'objet auquel ou vis-à-vis duquel l'affect se développe. Et donc un affect qui se développe vis-à-vis de quelque chose qu'on reconnaît comme étant semblable à nous va avoir une coloration ou une qualité différente qu'un affect vis-à-vis d'un objet qu'on trouve dissemblable. Donc là, et c'est là qu'il explique que potentiellement ça peut ne pas avoir de sens de parler d'une responsabilité morale pour un caillou. Pourquoi ? Parce qu'on reconnaît pas, on pense pas que les cailloux sont semblables à nous, c'est pas des êtres humains, etc. Ça m'a beaucoup fait penser à ça. Ensuite, j'avais une question. Oui, donc tu parlais dans les libertaires, dans les théories libertaires ou libertariennes, tu parlais de un choix qui n'a pas de cause. Et tu as aussi parlé d'un choix en tant que la chaîne causale se termine entre guillemets à l'intérieur de l'agent. Et est-ce qu'il y a une différence ? Parce que si un choix, c'est le résultat d'une chaîne causale qui se termine à l'intérieur de l'agent, est-ce qu'on peut pas dire que le choix n'a pas de cause, du coup ? C'est un peu un truc sur les libertariens, c'est que le choix n'a pas de cause. Parce qu'il y a toute une philosophie, toute une littérature philosophique sur la causation non déterministe. Et tous des gens ils disent ça fait pas vraiment sens de parler de causation non déterministe parce qu'une cause ça détermine son effet. Mais d'après moi, il y a quand même une différence entre le non causal, les libertariens non causaux et les libertariens causaux, dans le sens où les libertariens causaux, ils vont dire il y a une chaîne causale, cette chaîne est indéterministe et cette chaîne est l'origine dans l'agent, tandis que les libertariens non causaux, ils vont dire il n'y a pas de chaîne causale, la chaîne causale, elle n'origine pas dans l'agent, l'action, elle n'est pas liée causalement à l'agent, ni à ses raisons. D'ailleurs, c'est tout un défi des théories libertariennes non causales, d'expliquer comment lier l'action à l'agent si c'est pas un lien causal, comment lier l'action aux raisons de l'agent si c'est pas un lien causal. Je sais pas si ça répond à la question. C'était quoi la question ? Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a même la possibilité de mettre en question la possibilité de juger si le choix émerge vient de l'agent ou pas, si celui-ci n'a pas de cause. Ouais, il y a cette difficulté-là. Parce que vraiment, selon les libertariens non causaux, l'action, le pot de cause, quoi. En tout cas, le choix est le pot de cause. C'est pas l'agent, c'est pas ses raisons, c'est rien. C'est incausé. Du coup, mais c'est vraiment impopulaire, cette position. Je l'ai mentionné. Après, on est d'accord que s'il y a une chaîne causale qui s'arrête, il y a un premier élément, il y a bien au moins un élément de cette chaîne causale qui est lui-même incausé. Et après, je veux bien que le choix... En fait, l'idée, c'est que le choix, c'est ce qu'on nomme le choix, ça va être peut-être une séquence de, 10 étapes, et les 10 étapes se passent à l'intérieur de ton cerveau, ou un truc comme ça, et là c'est un choix causé. Bah non, toujours pas, parce que y a bien un premier élément, quoi. Mais la formulation, comme étant les libertariens causaux qui disent que la chaîne causale elle débute dans l'agent, genre il y a la frontière qui est à l'intérieur de l'agent, est peut-être mal choisie. Parfois, ce qu'ils disent, ils le formulent plus rigoureusement, pas en disant que la chaîne causale commence dans l'agent, ils vont dire que la chaîne causale s'étend jusque dans le passé,